J'ai le plaisir d'inaugurer cette magnifique tour d'acier et de verre, l'édifice le plus haut dans le monde. Vous aviez un autre ton il y a 2 ans, quand vous risquiez de dépasser votre budget. N'est-ce pas vous qui m'avez suggéré d'économiser 2 millions de dollars sur le devis d'électricité? Oh, assez. N'y a-t-il pas eu d'autres sous-traitants à qui vous avez fait cette suggestion? Excusez-moi. Et où avez-vous économisé les 4 autres millions sur le devis qui était prévu? Hein? J'ai vu des gaines qui n'étaient pas un combustible, des couloirs sans porte-coupe-feu, des sprinklers qui ne marchent pas. Et une installation électrique qui sert à quoi? À foutre le feu à toute la baraque. Tuer des gens d'après toi, ça s'appelle comment? Après une absence prolongée, l'architecte Doug Roberts revient à San Francisco pour assister à l'inauguration de la Tour de Verre, dont il est l'heureux concepteur. Roberts commence rapidement à remarquer des irrégularités dans la construction, notamment des signes d'un câblage électrique de mauvaise qualité, et exprime ses inquiétudes à Duncan, le constructeur de la tour. Parallèlement, des invités prestigieux arrivent pour la grande réception d'inauguration qui se tient dans le luxueux salon panoramique au 135e étage. Mais un court-circuit provoqué par le câblage défectueux déclenche un incendie dans une salle de stockage au 81e étage. O'Halloran, le chef des pompiers, arrive rapidement sur les lieux. Cependant, le feu se propage rapidement à travers le bâtiment et ses hommes se retrouvent vite débordés, incapables de maîtriser l'incendie qui grimpe inexorablement vers les étages supérieurs. Face à l'ampleur de la catastrophe et aux difficultés techniques liées à la hauteur du bâtiment, les pompiers vont devoir faire preuve d'un courage et d'une ingéniosité hors du commun pour tenter de sauver les 300 personnes coincées au sommet de la tour. John Guillermin est né à Londres dans une famille d'origine française le 11 novembre 1925. Durant sa jeunesse, il s'est passionné pour le cinéma et a décidé très tôt de poursuivre une carrière dans ce domaine. Après la guerre, il s'inscrit à l'université de Cambridge, puis part pour Paris où il étudie à la Sorbonne et travaille comme journaliste et producteur de documentaires. Guillermin débute dans l'industrie cinématographique britannique à la fin des années 40 en réalisant des courts-métrages. Il gagne en notoriété au cours des années 50 et 60 en dirigeant une série de films d'aventure et de guerre, dont La plus grande aventure de Tarzan et Le crépuscule des aigles en 1966, un drame aérien spectaculaire sur la Première Guerre mondiale. Toutefois, il est surtout connu pour ses films à grand spectacle, en particulier La Tour Infernale ou King Kong en 1976, remake du classique de 1933, qui malgré des critiques mitigées sera un succès commercial. En 1978, il réalise une très bonne adaptation d'un roman d'Agatha Christie, Mort sur le Nil. La carrière de John Guillermin marque clairement le pas dans les années 80. Il réalise quelques longs métrages, dont le très moyen China, Reine de la Jungle, avec la belle Tanya Roberts, et King Kong 2, son pire film, mais en même temps son plus drôle.
Ces deux derniers films ne rencontrent pas le même succès que ses œuvres précédentes, compréhensible en ce qui concerne King Kong 2, qui sera d'ailleurs son dernier long métrage pour le cinéma. John Guillermin, qui ne se séparait jamais de sa pipe, reste toutefois une figure notable du cinéma d'action et d'aventure, notamment pour sa capacité à diriger des productions à grande échelle avec une approche visuelle précise et un sens aigu du drame. Il décédera à son domicile de Los Angeles le 27 septembre 2015, à l'âge de 89 ans. Inspectez toutes les pièces dans ce couloir. Et celle-ci. Enfoncez la porte. Réalisateur, producteur et scénariste, Irwin Allen est surtout connu pour ses contributions dans les genres de la science-fiction et du film catastrophe, ce qui lui a valu le surnom de maître du désastre. Né le 12 juin 1916 à New York, il a étudié le journalisme à l'université Columbia avant de commencer sa carrière à Hollywood. À ses débuts, il travaille comme attaché de presse et se tourne ensuite vers la production cinématographique, avec un intérêt particulier pour les films documentaires. L'un d'eux lui vaudra l'Oscar du meilleur long-métrage documentaire en 1953. Fort de ce succès, il se lance dans la réalisation de films de fiction, dont Le Monde perdu, une adaptation du roman d'Arthur Conan Doyle, et Le sous-marin de l'Apocalypse. Frosty, viens mon petit, viens, Frosty, viens vite. Jennifer. Jennifer. Oh voilà. Oh chérie, on laisse. Je savais que c'était vrai. Je le savais. Challenger. Avez-vous jamais vu un pareil monstre? Un dinosaure. Dans les années 60, Irwin Allen se tourne vers la télévision avec des séries cultes telles que Voyage au fond des mers, adapté de son film Le sous-marin de l'Apocalypse, et que j'adorais voir quand j'étais môme, Perdu dans l'espace, Au cœur du temps, Au pays des géants. Ces séries, dont la plupart des épisodes ont été diffusés en France, sont caractérisées par leur concept innovant, leurs effets spéciaux étonnants pour l'époque, et une touche de fantastique qui séduit le public. Dans les années 70, Irwin Allen contribue à populariser à grande échelle le film catastrophe. Sa première réussite dans ce domaine est l'aventure du Poséidon, un énorme succès commercial et critique. Puis il enchaîne avec La Tour Infernale, autre succès phénoménal, qui consolide la réputation d'Allen comme producteur de films à grand spectacle. Après La Tour Infernale, il reste dans le genre catastrophe, bien que celui-ci commence à décliner. En 1978, il produit et réalise le rigolo L'inévitable Nanarstrophe, qui en sera une belle au box-office, malgré un casting à rendre jaloux Wes Anderson, même si ça reste à mes yeux un vrai plaisir coupable. Il persévère l'année suivante avec le médiocre Dernier secret du Poséidon, qui n'a plus grand-chose à voir avec le film original, et produit en 80 le raté Le jour de la fin du monde. Bref, une succession d'échecs publics et critiques qui mettra un terme définitif à sa carrière de producteur pour le cinéma. Par la suite, il se consacrera principalement à la production de téléfilms, en particulier des mini-séries sur des catastrophes naturelles. Irwin Allen meurt le 2 novembre 1991 d'une crise cardiaque. Ses contributions, en particulier dans le domaine du film catastrophe, ont marqué une époque et continuent d'influencer le genre encore aujourd'hui. Non, attendez! Oh! Non! Non! Lâchez-moi! Oh! Oh! Allez-y.
Ses yeux bleus perçants, son sourire enjôleur et son charme naturel ont fait de Paul Newman l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. Il est né le 26 janvier 1925 dans l'Ohio, dans une famille de la classe moyenne, et a servi dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. À son retour, il a étudié à l'Actors Studio, où il a été formé sous la direction de Lee Strasberg. Paul Newman a commencé sa carrière à Broadway avant de faire ses débuts à Hollywood au début des années 50. Il s'est fait connaître en 1956 avec le film de Robert Wise Marqué par la haine, dans lequel il incarne le boxeur Rocky Graziano. Mais sa carrière décolle avec le drame Les Feux de l'été de Martin Ritt, pour lequel il remporte le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. J'ai bien vu 50 incendies comme ça, peut-être une bonne centaine même. J'ai vu des hommes dont la chemise flambait. J'ai vu des chevaux qui grillaient. Parmi ses films les plus célèbres de la fin des années 50 jusqu'aux années 60, on retrouve La chatte sur un toit brûlant de Richard Brooks, Exodus d'Otto Preminger, Le gaucher d'Arthur Penn, L'arnaqueur de Robert Rossen, ou encore Butch Cassidy et le Kid de George Roy Hill avec Robert Redford, western nostalgique qui rencontrera un énorme succès public. Le trio se reformera en 1973 pour le brillantissime L'Arnaque qui fera là encore un carton au box-office. 3-10. La cerise, l'onion. Bien fait, ça vous apprendra à jouer la tête dans le sac. Encore 2 parties comme ça et on va se coucher comme les poules. Je m'appelle Lonegan. Doyle Lonegan. Tâchez de vous en souvenir, monsieur Shaw, sinon vous irez plaisanter ailleurs. Prenez en note. Il enchaîne ensuite avec la superproduction La Tour Infernale et sera à ce moment-là l'acteur le mieux payé d'Hollywood avec Steve McQueen. Parmi ses rôles notables post La Tour Infernale, on peut citer Le Policeman de Daniel Petrie, Le Verdict de Sidney Lumet et La couleur de l'argent de Scorsese, pour lequel il remportera l'Oscar du meilleur acteur. En plus de sa carrière d'acteur, Paul Newman a dirigé plusieurs films, dont Raquel Raquel en 1968, De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites en 1972 et L'Affrontement en 1984. Son dernier rôle au cinéma date de 2002, il apparaît aux côtés de Tom Hanks dans le film noir de Sam Mendes, Les Sentiers de la Perdition. Apprécié non seulement pour ses talents d'acteur, mais aussi pour son humanisme et son engagement envers les autres, Paul Newman décédera le 26 septembre 2008, à l'âge de 83 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On a branché l'auxiliaire et ça a fait un court-jus. Le courant est coupé? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces câbles devaient être sous tube. Donnez-moi une pince. La Tour Infernale est un tournant dans la carrière de Steve McQueen. Non seulement il encaissera son plus gros salaire, mais ce sera aussi son dernier grand rôle puisqu'il fera une pause de 4 ans avant de revenir dans un film où il est méconnaissable et qui passera totalement inaperçu, Un ennemi du peuple. Juste avant La Tour Infernale, il a tourné Papillon, réalisé par Franklin Schaffner. Mon colonel. Monsieur Roberts, l'architecte. Bon, alors où en sommes-nous? Le feu s'est déclaré dans un magasin au niveau 81. Et ça s'annonce plutôt mal. La fumée est si dense qu'on ne peut pas déceler le foyer. Les extracteurs de fumée? Ils auraient dû s'enclencher automatiquement. Peut-être qu'un moteur a été grillé. Les sprinklers? Il ne fonctionne pas au 81e. Pourquoi? Je ne sais pas. William Holden était un acteur américain de premier plan, reconnu pour son charisme et sa polyvalence. Il est né dans l'Illinois le 17 avril 1918 et obtient son premier rôle important en 1939 dans L'esclave aux mains d'or. Pour autant, il n'est pas encore bien identifié par le public et tournera par la suite beaucoup de séries B. Sa carrière décolle vraiment en 1950 lorsque Billy Wilder lui confie le rôle d'un scénariste au rabais qui se laisse séduire par une star du cinéma muet sur le déclin dans le remarquable boulevard du Crépuscule. William Holden recevra sa première nomination aux Oscars pour son interprétation.
Elle était comme nous tous à notre arrivée à Hollywood, remplie d'ambition, espérant voir un jour notre nom en grosses lettres sur l'écran. Dialogue original de scénario original de... Le public ne se soucie guère de celui qui a écrit le film. Il ne s'intéresse qu'aux acteurs qu'il joue. On ne change pas une équipe qui gagne. En 1953, le couple réalisateur-acteur se retrouve dans Stalag 17 et cette fois, Holden remporte l'Oscar du meilleur acteur. Suivront Sabrina, interprétée par Audrey Byrne, et troisième collaboration avec le réalisateur Billy Wilder, Les ponts de Tokori de Mark Hobson, Le pont de la rivière Kwai, un grand classique de David Lean qui sera un énorme succès. Mais William Holden passe les années suivantes à jouer dans des films qui rencontrent rarement un succès commercial ou critique. On peut quand même noter parmi ceux-là le très sympathique La Brigade du Diable. En 1969, William Holden fait son retour dans le western culte graphiquement violent, La Horde sauvage de Sam Peckinpah. En 1973, William Holden joue aux côtés de Kay Lance dans Breezy, troisième réalisation de Clint Eastwood, puis rejoint le casting 5 étoiles de La Tour Infernale. 2 ans plus tard, sa performance dans le remarquable Network de Sidney Lumet lui vaut une nouvelle nomination aux Oscars. À la fin de sa carrière, il apparaît dans un autre film catastrophe produit par Irwin Allen, Le jour de la fin du monde, et dans la comédie SOB de Black Edwards, son dernier rôle. William Holden décède le 12 novembre 1981 des suites de blessures à la tête causées par une chute liée par une forte consommation d'alcool. Il n'avait que 63 ans. Au lieu de rogner sur l'eau de vie, il aurait mieux valu rogner sur le nombre d'étages. Alors écoute, chacune des décisions qui furent prises concernant l'emploi de matériaux de remplacement furent prises parce que moi j'avais le droit en tant que constructeur de prendre ces décisions, tout en respectant les normes de la construction et je les ai respectées. Respecter les normes de la construction. Mais enfin, Jim, c'est l'excuse classique chaque fois que ça tourne mal. Faye Dunaway est l'une des actrices les plus prolifiques et les plus demandées des années 60 et 70. Née en Floride le 14 janvier 1941, elle fait ses débuts au théâtre en 1962 et se fait très vite remarquer pour ses différentes prestations sur scène. En 1966, Otto Preminger lui offre son premier rôle au cinéma dans Que vienne la nuit, où elle a pour partenaire Michael Caine, bien que le tournage sera pour elle un calvaire en raison de sa relation conflictuelle avec le réalisateur. Mais Faye Dunaway n'a pas eu à attendre longtemps pour connaître le succès. Quelques mois seulement après ses débuts au cinéma, elle est devenue une star hollywoodienne grâce à son rôle de Bonnie Parker dans Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Elle connaîtra le succès une nouvelle fois l'année suivante, en interprétant une enquêtrice d'assurance déterminée, poursuivant un braqueur de banque dandy joué par Steve McQueen dans l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison. Diplômé de Dartmouth et des hautes études commerciales de Harvard. Bonne famille, malin comme un singe et bourré de fric. 2 déplacements à Genève en mai et 6 autres depuis le vol. $4 millions. 36 ans, il est divorcé. Elle a eu la garde des enfants. C'est exactement l'homme qu'il vous faut. Comment s'appelle-t-il? Dans les années 70, elle est engagée pour La Tour Infernale, puis enchaîne des rôles marquants dans Chinatown de Roman Polanski, qui lui vaut une 2e nomination aux Oscars, dans le captivant thriller de Sidney Pollack Les 3 jours du Condor, et Network, où elle retrouve William Holden. Pour sa performance dans le film de Sidney Lumet, elle remportera l'Oscar de la meilleure actrice. Au fil des années, Faye Dunaway s'est illustrée dans des rôles variés, souvent des femmes fortes. Cependant, après son succès dans les années 70, sa carrière a connu des hauts et des bas avec quelques films moins bien reçus. On notera toutefois l'intéressant Les yeux de Laura Mars d'Irving Keschner, le plus anecdotique Supergirl de Jane Oswark, où elle interprète la méchante, ou encore The Yards de James Gray. Oh oui, je sais que tu préfères ne pas me voir ici, mais moi, quand je serai en bas, je ne penserai qu'à toi. C'est le seul moyen de te rendre utile, mon chéri. Oh. Je t'en prie. Tu pourrais me demander d'aller au pôle Nord.
Même dans ton bled perdu, j'irai. Je t'assure. Né le 10 mai 1899 dans le Nebraska, Fred Astaire est largement reconnu comme l'un des plus grands danseurs et acteurs de l'histoire du cinéma américain. Il fait ses débuts en 1933 avec un petit rôle dans Le tourbillon de la danse. La même année, il est associé à Ginger Rogers dans Carioca, premier d'une série de 10 films dans lequel Fred Astaire et Rogers ont formé un duo de danse légendaire, avec des titres comme Top Hat ou L'entreprenant Monsieur Petrov. Après la fin de son partenariat avec Rogers, Astaire a continué à travailler avec d'autres partenaires de danse célèbres comme Sid Jarris, Judy Garland ou Audrey Hepburn. Parmi les films notables de cette période, on compte Tous en scène de Vincent Minnelli, un des chefs-d'œuvre de la comédie musicale, Drôle de frimousse de Stanley Donen et Mariage royal, toujours réalisé par Donen, célèbre pour sa scène de danse au plafond. Fred Astaire a pris officiellement sa retraite en 1970, bien qu'il ait fait des apparitions dans des films comme La Tour Infernale ou Le Fantôme de Milburn en 1981. Il est décédé le 22 juin 1987, à l'âge de 88 ans. Je n'ai qu'un gros billet, je suis désolé. Ah non, j'ai pas ça. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, 25 cents, 50, 60, 70... 75, et là, ça fait 80, 95. Hein, c'est le compte exact. Hein. Vous aurez le pourboire une autre fois. Richard Chamberlain est un acteur américain surtout connu pour son travail à la télévision, où il est devenu une icône grâce à ses rôles dans plusieurs séries et mini-séries emblématiques. Né le 31 mars 1934 en Californie, Chamberlain a commencé sa carrière dans les années 60. Il connaît la célébrité grâce à la série télévisée Le jeune docteur Kildare, où il incarne le docteur du titre. Diffusé de 61 à 66, ce rôle le propulsera au rang de star et fera de lui un symbole romantique de l'époque. Après la série, Chamberlain se tourne vers le cinéma et le théâtre, et apparaît dans des films comme La Symphonie pathétique de Ken Russell, Les Trois Mousquetaires, premier volet d'un triptyque initié par le réalisateur Richard Lester, La Tour Infernale de John Guillermin, ou l'étrange mais intrigant La Dernière Vague de Peter Weir. Was petroleum, oil, could be the answer to the current energy crisis. But maybe you have an opinion on this that you'd like to express. Les années 80 marquent un second sommet dans sa carrière avec des rôles principaux dans des mini-séries télévisées à grand succès comme Shogun en 80 et Les oiseaux se cachent pour mourir en 83. Il sera également à l'affiche de l'inénarrable Alan Quatermain et les mines du roi Salomon et sa suite La Cité de l'or perdu, deux chefs-d'œuvre nanardesques produits par la Canon, mais sa prestation n'est pas en cause, il est même plutôt bon dans ce rôle. Richard Chamberlain reste une figure emblématique de la télévision américaine, reconnu pour ses contributions à des mini-séries marquantes, ainsi que pour sa carrière diversifiée au théâtre et au cinéma. Si vous saviez comme je vous méprise. Écoutez-moi bien. Il y a eu un court-circuit et une gerbe d'étincelles dans la centrale technique. Et pour moi, les câbles n'étaient pas tout à fait ceux que j'avais prévus. Le moindre fil, le moindre câble que j'ai fait monter était réglementaire, inspecté et approuvé. Le règlement ne suffit pas pour cette construction. Et vous le savez, c'est pour ça que j'ai voulu une installation supérieure à la norme standard. Mon cher, vous vivez dans un autre monde. J'ai les deux pieds sur terre. O.J. Simpson, né le 9 juillet 1947 à San Francisco, est un ancien et très populaire joueur de football américain devenu acteur. Sa carrière est cependant marquée par des événements judiciaires très médiatisés.
Simpson se tourne vers le cinéma dans les années 70 et 80 et apparaît dans L'homme du clan de Terence Young, puis sous les traits du chef de la sécurité dans La Tour infernale. On le verra ensuite dans un autre film catastrophe, Le pont de Cassandra, réalisé par George Pancosmatos, et Capricorn One de Peter Iams. Mais l'ex-star du football deviendra surtout célèbre pour son interprétation de l'officier Nordberg dans le film des As Y a-t-il un flic pour sauver la reine et ses deux suites. En 1994, la vie de Simpson prend un tournant tragique et médiatique lorsqu'il est accusé du meurtre de son ex-femme et l'ami de celle-ci. Après un procès très médiatisé, souvent qualifié de procès du siècle, il est acquitté, bien qu'il soit plus tard jugé responsable au civil et condamné à payer des dommages et intérêts. Sa carrière est désormais principalement associée à ses démêlés judiciaires, éclipsant ses succès sportifs et sa carrière d'acteur. Il meurt en 2024 à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer. Je suis l'agent de sécurité, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? J'ai failli ne pas te voir. Robert Vaughn est né le 22 novembre 1932 à New York et commence sa carrière au milieu des années 50 avec des rôles secondaires au cinéma et à la télévision. Il obtient son premier rôle en 1956 dans Les 10 Commandements, mais ne sera pas crédité au générique. En 1959, il reçoit sa première nomination aux Oscars pour Ce monde à part, où il a pour partenaire Paul Newman, qu'il retrouvera 15 ans plus tard dans La Tour infernale. Si l'acteur gagne en notoriété internationale grâce à son rôle dans Les 7 mercenaires de John Sturges, c'est cependant son interprétation de l'agent secret Napoléon Solo dans la série des agents très spéciaux qui fait de lui une star de la télévision. Par la suite, Vaughn continue de jouer dans de nombreux films. Il sera un politicien corrompu dans Bullitt, apparaît dans la série B de science-fiction Les mercenaires de l'espace, interprète le méchant de Superman 3 de Richard Lester et un général dans le film d'action Delta Force. Au début des années 70, il sera également le héros de la série anglaise Poignée de fer et séduction. Robert Vaughn est décédé en 2016, laissant derrière lui un héritage d'acteur au style raffiné, avec une carrière qui s'est étalée sur 6 décennies. Oh, 1929. C'est tout ce que vous boirez ce soir? Toute une caisse? Eh bien, tout ce que vous ne boirez pas vous sera expédié chez vous à Washington. Ouvrez une bouteille, Carlos. Bien, monsieur. Où avez-vous trouvé une caisse entière? Oh, dites-le-moi, Jim. Ce n'est rien. Robert Wagner, né le 10 février 1930 à Détroit, commence sa carrière à Hollywood dans les années 50 avec des rôles secondaires, mais devient rapidement un jeune premier en vogue et apparaît en 1953 dans Titanic de Jean Negulesco et Prince Vaillant d'Henry Hathaway. Comme son camarade Robert Vaughn, Wagner fait une transition réussie vers la télévision à la fin des années 60. Il est surtout connu pour ses rôles dans des séries populaires telles que Opération Vol de 68 à 70 et Switch de 75 à 78, où il incarne un détective privé. Entre les deux, il fera une courte mais marquante apparition dans La Tour infernale. Le rôle le plus emblématique de sa carrière est sans doute celui de Jonathan Hart, un milliardaire qui mène des enquêtes avec sa femme interprétée par Stephanie Power, dans Pour l'amour du risque. La série est un succès international et reste une référence du genre pour de nombreux spectateurs. Après Pour l'amour du risque, Wagner continue d'apparaître régulièrement à la télévision et au cinéma. On le retrouve entre autres au générique de Austin Powers dans le rôle de numéro 2, l'acolyte du Dr Evil, et dans le thriller Sex Crime. Robert Wagner est également connu pour sa vie personnelle, notamment son mariage avec l'actrice Natalie Wood et la controverse entourant sa mort en 1981. Sa dernière apparition au cinéma date de 2017 dans Seven Sisters. Tu as une cigarette allumée? Ça n'est pas une cigarette.
Deux autres comédiennes complètent le casting principal du film. Tout d'abord la jeune Suzanne Blackley qui a débuté dans le mannequinat avant de se lancer dans le cinéma. En dehors de La Tour Infernale, on a pu la voir dans Airport 80 Concorde et Over the Top, mais le véritable tournant de sa carrière survient en 1976 avec la mini-série Le Riche et le Pauvre. Sa performance est saluée par la critique et elle remportera le Golden Globe de la meilleure actrice. Et enfin la plus expérimentée Jennifer Jones, c'est en 1943 qu'elle se fait connaître avec le film Le Chant de Bernadette pour lequel elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice. Elle joue ensuite dans plusieurs films qui lui apportent des critiques élogieuses et 3 autres nominations aux Oscars, dont le western Duel au soleil, réalisé en 1946 par King Vidor. Stand by! All right, like your pilot? They're in the works now. All right, anytime now. All right, bring it up! Bring them up! Up, pal! Okay. Too much smoke! Half that amount. Take your fire down. La Tour Infernale, c'est d'abord l'association historique de 2 grands studios, comme si aujourd'hui Disney et Universal décidaient de produire ensemble un méga film de super-héros. Et cette association, on la doit à Irwin Allen, tout fraîchement sorti du carton mondial L'Aventure du Poséidon. Mais revenons un peu en arrière. En avril 1973, le chef de production de la Warner achète pour $300 000 les droits du roman The Tower de Richard Martin Stern avant sa publication. Le livre avait fait l'objet d'une guerre d'enchères entre la Warner, la Fox et la Columbia qui s'est retirée lorsque le prix a atteint $200 000 et la Fox a choisi de ne pas surenchérir. Peu de temps après, la Fox achète pour $400 000 les droits d'un roman au thème similaire, The Glass Inferno, avec l'intention de l'adapter sur grand écran dans la foulée. Mais plutôt que de produire 2 films concurrents, Irwin Allen, qui était chez la Fox, a convaincu les 2 studios d'unir leurs forces. Après négociation, il a été conclu que la Fox distribuerait le film en Amérique du Nord, tandis que la Warner s'occuperait de la distribution internationale. Cette collaboration unique à Hollywood a permis de partager les coûts de production et les profits et d'obtenir un budget de $14 millions, ce qui était considérable pour l'époque. Le titre du film est un mélange des titres des 2 romans qui furent ensuite fusionnés en une seule histoire par le scénariste Stirling Siliphant. Siliphant était un auteur réputé pour avoir écrit L'Aventure du Poséidon et quelques années auparavant dans La Chaleur de la nuit, pour lequel il remportera un Oscar. Le scénario de Siliphant était complété par 2600 storyboards préparés par l'équipe artistique travaillant sous la direction du chef décorateur William Kreber. Reste à établir le casting avec des stars du présent et d'autres du passé, comme tout bon film catastrophe des années 70. Les premiers noms qui ont circulé étaient bien différents de ceux qu'on voit défiler au générique. Steve McQueen était le premier sur la liste, toutefois c'est le rôle de l'architecte qui lui était destiné. Ernest Borgnine devait jouer le chef des pompiers, qui n'avait qu'un rôle secondaire dans la première version du script. Burt Lancaster avait le rôle du constructeur de la tour, et David Niven celui de l'escroc au grand cœur. Puis McQueen a soudainement décidé qu'il voulait jouer le chef des pompiers et a personnellement suggéré Paul Newman pour reprendre son personnage. La Fox et la Warner ont alors écarté Burt Lancaster en faveur de William Holden. Quant à David Niven, il n'était pas disponible aux dates de tournage, pas plus que leur choix suivant Peter Ustinov, et c'est finalement Fred Astaire qui héritera du rôle de l'escroc. L'un des défis majeurs a été de gérer les égos et les demandes des stars, notamment celles de Steve McQueen et Paul Newman. Cela a commencé par une demande de McQueen d'avoir le même nombre de répliques que son camarade, de même qu'il a insisté pour que Stirling Siliphant modifie certains de ses dialogues, mais cette fois pour une raison qui n'avait rien d'un caprice. And Sterling was very baffled because in the next meeting, Steve said, no, I still don't like the dialogue, do something with it. And in frustration, finally, Sterling, the diplomat, he'd been around a very long time and he knew not to ruffle. So he found a way to talk to Steve as they were going down a hallway. And he said, Steve, there's nothing wrong with that dialogue. What's the problem? And Steve turned, stopped, looked around to make sure no one was overhearing, and he said, I have a problem with S's. I have a slight lisp.
So Sterling said, for God's sake, you know, if you told me it's easy enough to write dialogue that don't have S's. C'est ensuite posé la question de la position des noms au générique et sur les publicités promotionnelles. Après discussion, l'accord suivant a été trouvé. Le nom de Newman serait exactement de la même taille que celui de McQueen, mais que celui de Steve serait le premier à gauche et celui de Paul le deuxième, mais légèrement plus haut. Pour leur participation, les deux acteurs ont empoché chacun $1 million plus un pourcentage sur les recettes. All right. Okay. Right. Hey. Marker. Okay, right action. I want to see all your floor plans, 81 through 85. Gotcha. This is what I'm worried about over here. See those beams? Chief, 81 has been evacuated. Cut. Okay, let's try again. John Guillermin, qui avait déjà un solide CV de réalisateur, a été choisi pour diriger le film, mais toutes les séquences d'action ont été supervisées et réalisées par Irwin Allen, qui a joué un rôle clé dans la coordination des effets spéciaux et des scènes d'incendie. Cette répartition des tâches a également été décidée pour le poste de directeur de la photographie. Fred Kohlenkamp s'est occupé de toutes les scènes avec les acteurs, et Joseph Biroc, autre grand chef opérateur, avait en charge les scènes d'action. Les effets spéciaux ont été l'un des aspects les plus ambitieux du film. Ils ont été supervisés par L.B. Abbott et Eddie Flowers, deux maîtres dans leur domaine qui seront récompensés de nombreuses fois au cours de leur carrière. Le premier a supervisé les effets mécaniques et le travail sur les miniatures, et le second s'est occupé des effets visuels. De nombreux composants ont été assemblés pour former la tour de verre à l'écran. Une maquette d'une vingtaine de mètres à l'échelle d'un demi-pouce a été construite dans l'ancien ranch de la Fox. Une échelle plus grande aurait rendu peu pratique le placement d'une caméra au-dessus pour faire des prises de vue en plongée qui étaient indispensables. Une seconde maquette représentant la tour voisine a également été construite. En plus de son importance dans le film, elle donnait au public une idée de la hauteur vertigineuse de la tour de verre. Après 3 jours de tests avec différents types de gaz, l'équipe de L.B. Abbott a trouvé une formule qui produisait des feux à l'échelle d'un demi-pouce très acceptable lorsqu'ils étaient photographiés à 3 fois la vitesse normale, soit 72 images par seconde. L'autre difficulté était de trouver la bonne couleur dorée car celle-ci dépend en grande partie de la réflectivité de la peinture. On voit ici le revers ouvert de la tour qui met en valeur le réseau de conduites de gaz alimentant les jets de flammes ainsi que les conduites d'eau pour la séquence finale. Cette maquette de la tour de verre était si haute et si étroite qu'elle a dû être haubanée dans 4 directions avec des câbles en acier à chaque fois qu'elle n'était pas filmée. Une troisième maquette à l'échelle 1,5 pouce comprenant les 40 étages supérieurs de la tour a également été construite pour toutes les scènes impliquant l'hélicoptère, car celui-ci était à cette échelle, et une quatrième avec 4 étages en taille réelle pour les scènes extérieures incluant des personnages comme celle de l'ascenseur qui sort de ses rails. Un autre maître a été sollicité pour créer quelques peintures sur verre. Il s'agit de Matthew Jurczyk qui a mis à contribution son talent sur de nombreux classiques et chefs-d'œuvre du cinéma tels que La mort aux trousses, Soleil vert, Blade Runner ou Rencontre du troisième type. Ici, seuls 2 réservoirs de stockage d'eau sont réels, le reste est une peinture sur verre. Les prises de vue ont débuté en mai 1974 et se sont étalées sur 14 semaines. Elles se sont principalement déroulées au studio de la Fox où pas moins de 57 plateaux ont été utilisés. This is Paul Newman's private offices and as well as his living quarters. Up there is William Holden's main offices. He's the head of the operation. And there'll be secretaries and receptionists down here. Everything burns here. Le décor le plus impressionnant de la tour infernale était le salon panoramique situé au dernier étage du gratte-ciel. Rien que ce plateau couvrait plusieurs centaines de mètres carrés. Un cyclorama de 103 mètres de long montrant la célèbre baie de San Francisco entourait l'immense décor qui comprenait également des arbres, des arbustes, des fontaines et un charmant espace de promenade autour des zones de restauration, de boissons et de danse. Ce tournage était complexe en raison de la logistique nécessaire pour filmer les scènes d'incendie, le feu étant particulièrement difficile à gérer. Une trentaine de pompiers de San Francisco, Los Angeles et des studios étaient sur place pendant les plus grandes scènes d'action. C'est le chef des pompiers de Los Angeles qui a supervisé la sécurité des acteurs et de l'équipe. Pendant les scènes d'incendie, un pompier était affecté à chaque personne de la distribution. Sa mission était d'assurer leur sécurité. Pour empêcher la propagation de nombreux incendies allumés pour les besoins du tournage, tous les plateaux devaient être clos. En général, il y avait un plafond ignifuge et au moins 3 murs. Une autre restriction concernait le temps pendant lequel un incendie pouvait se propager à pleine puissance. Tous les incendies étaient alimentés au propane par des tuyaux contrôlés par des valves. Quand le gaz coulait à pleine puissance dans les tuyaux, les flammes et l'accumulation de chaleur étaient énormes
et la plupart du temps, les pompiers limitaient ces séquences à 20 ou 30 secondes. And movie sets at best are always dangerous, and when you start to set fires and do a certain amount of mayhem, they get that much more dangerous. The worst thing that could possibly happen would be possibly a complete lack of oxygen, where you would get an implosion. In other words, where your fire would cave in on you. Yesterday I was warm. I was as hot as I ever want to get on this show. In preparing a stunt person to do a stunt where they're on fire, underneath the outer garments they would wrap a lot of Nomex or non-combustible material, or material that would stand up to high degree of heat. They'd put a mask on them. Their head was totally covered with a hood, and then they would wear the outer garment. Typically they would paint the outer garment with a rubber cement, which is very, very combustible. They would light that on fire when the scene would take place. Roll the cameras and action! Got 30 seconds. 25, 20, 15, 10 seconds, 10 seconds, 5 Put him out! Go in and get him! Go get him! Tout cela représentait des défis considérables pour le chef opérateur Joseph Biroc. Ses positions de caméra et d'éclairage étaient limitées par la construction des décors, et il ne disposait que de courtes périodes de temps pour filmer les séquences les plus dramatiques. But the thing is the control of smoke and the control of flame. That's the most important thing for our unit. Otherwise, goodbye stage and goodbye studio. Dans la séquence où le personnage joué par Robert Wagner est transformé en torche humaine, 3 caméras ont filmé la scène. Le cascadeur portait une tenue ignifuge et respirait grâce à une réserve d'oxygène autonome sous son manteau. Cette scène était principalement une question de timing précis, car le cascadeur n'avait qu'une réserve limitée et les pompiers ne voulaient pas qu'il brûle plus de 30 secondes. The scene where Robert Wagner was leaving Susan Flannery to go to get help. That was a tremendously long run. Of course, he was on fire. There was somebody always going, yelling or calling out, 1, 2, 3, and everybody was keeping track of the number. And when it got to a certain number, if he wasn't where he needed to be at the end of the scene, it was cut, go in, put the fire out, and then start over. But the stunt person involved made it all the way across with all the acting and struggles required of the scene, and I think we did 2 takes on that because it was a tremendous scene. Set, go. Okay, rolling. Roll the cameras. Big speed. All right, Susan. Action. He turned away. He's at the door. He looks back. He smiles. He runs. Men on fire. Stand! Oh, my God. Flowers! Cut, print it! Put it out. Susan, are you all right? Absolutely fabulous. All right. Autre scène impressionnante, celle de l'ascenseur qui s'ouvre au niveau d'un étage ravagé par les flammes et qu'un appel d'air piège toutes les personnes se trouvant à l'intérieur. C'est un jet de propane qui a été utilisé pour créer l'illusion et donner l'impression qu'une boule de feu s'abat sur l'ascenseur. Cette scène a été filmée par 2 caméras situées derrière la foule. L'incendie a en fait été arrêté par une épaisse feuille de plastique transparent. Biroc a également filmé la même scène sous un angle opposé. Il avait 5 caméras sur le décor du couloir. 2 d'entre elles étaient isolées sur Steve McQueen pour capturer son expression et ses actions au moment où la tragédie se produit. Une autre caméra était dirigée vers le feu et 2 autres surveillaient les personnes dans l'ascenseur au moment où la porte s'ouvre et que les flammes semblent les engloutir. Afin de montrer l'eau qui s'écrase à travers le toit dans la scène finale, Eddie Flower a conçu un nouveau type de réservoir de déversement. Ces réservoirs sont des cylindres métalliques d'1,80 m de long et d'1,50 m de diamètre, avec un tuyau de 8 cm de diamètre qui traverse le centre. Ces tuyaux passent à travers des roulements dans la structure et une roue en acier d'1 mètre est fixée à une extrémité. Pour faire fonctionner le réservoir, l'ouverture est placée au sommet et le réservoir est ensuite rempli. Un homme tenant la roue peut alors faire tourner le cylindre à la vitesse souhaitée.
Plus il tourne vite, évidemment, plus vite l'eau est libérée. 4 de ces réservoirs ont été placés au-dessus du décor et plusieurs lances à incendie à haute pression ont prolongé la durée pendant laquelle l'eau pourrait continuer à couler. 8 caméras ont été utilisées pour filmer cette séquence spectaculaire qui fait intervenir le feu, des explosions et l'eau. Un véritable défi technique et logistique. Bill Holden tied down. Jerry, would you tie Mr. Newman down? Now we're all ready for McQueen. If anything happens to me, Allie gets my pickup truck. All right, the fire brigade ready? We will start off by lighting the pilots, bringing up the fire. After we roll the cameras, I will call for water. I will call action. I will count 1, 2, 3, and somewhere on the way to 10, a pistol shot will go off, and within 2 seconds after that, the big explosion will occur. Would you get everybody off the set? Yeah. Please get everybody off the set. He didn't want anybody. Fire brigade standing by. Bring in the smoke up high. Keep it going. Number 2, bring it down a little bit. Number 3. Number 3. Clear that aisle down there. Fellas. Camera number 2, marker. Camera number 3, marker. Camera number 4, marker. Camera number 5, marker. We now have speed on all cameras. I will call action and then there'll be a count of 10. Action! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au final, le plateau et ses occupants ont été assaillis par des centaines de milliers de litres d'eau largués d'une hauteur de 12 mètres pour simuler l'explosion des réservoirs. Il faut saluer également le travail incroyable effectué par l'équipe de cascadeurs supervisée par Paul Stader. La Tour Infernale est l'un des films qui en aura utilisé le plus grand nombre. À la fin de ce tournage épique, seulement 8 des 57 décors utilisés pour le film étaient encore intacts. On termine cette partie production par quelques extraits d'une vidéo promotionnelle tournée plusieurs semaines avant le premier clap et dans laquelle Irwin Allen, à la manière d'Alfred Hitchcock, fait office de guide et nous présente le projet. This is it. This is the big one. This is the towering inferno. This is the picture, ladies and gentlemen, that we here at 20th Century Fox believe will be the biggest grosser of next year. Bigger, we think and hope, even than the Poseidon Adventure. Now, that's a large order to fill, but we have very good reasons for making that promise. We'd like to let you in on them. These are the men, ladies and gentlemen, who help me make the kind of motion pictures you and I want. This is only a small part of the team that brought us the Poseidon Adventure. Hal, how's the money situation? $1,110,000 for miniatures only? Right. It's only money. Bill, what's happening on the fireproofing? Good morning. We're discussing how it relates to the fire in Quantrell's office. Right, and how does it work for you, Sid? Oh, just beautifully. We can now have the kids trapped by the fire in this area. Actually, this is one of our movie magic rooms. Here the words of a book intended for the screen are transformed into visualizations by talented artists and craftsmen. Then we take these visualizations and turn them into breathtaking reality. Here you see a master magician at work. What he's doing is translating the printed word into a visualization. Soon thereafter, we take the visualization and by the simple method of magic, turn it into reality. These are only a few of the thousands of sketches now being prepared from the screenplay being written by Academy Award winner Sterling Siliphant. If you remember the Poseidon Adventure, you remember Sterling. Against this background, which he is creating, we'll be telling a vital human story about the young architect who designed the building. The man who built it as a monument, only to see it turn into a devouring monster. This is the second star of our fiery super blockbuster, the world's tallest, most magnificent building. Take both stars
the building and the fire, put them together in deadly conflict, trap 2,000 people inside the walls of this building, and you wind up with the most explosive motion picture ever made, The Towering Inferno. We're going to let you in on some of our innermost secrets. What you're looking at will soon be the world's largest miniature. It's a true replica of the city of San Francisco. It's the intention, because of the story, to set fire to the world's largest building right in the heart of San Francisco. Since Mayor Alioto, although a good friend, would hardly allow us to do this, it's doubly necessary to build our own building in the form of a miniature. C'est tout fond du couloir. Non, non, vers le fond. Il y a quelqu'un là à gauche. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Après l'aventure du Poséidon et Tremblement de terre, La Tour infernale est la troisième partition de Williams pour un film catastrophe, devenant ainsi le compositeur attitré du genre. Il aurait pu en ajouter un quatrième sur son CV puisqu'il devait écrire la musique de Météore en 1979, mais le retard pris par la production l'obligera à laisser sa place. Le thème principal de La Tour infernale, qui est introduit dès le générique, est celui dédié aux pompiers. À la fois grandiose et héroïque, il est essentiellement joué par les cuivres et les cordes, et surprend au premier abord par son côté presque joyeux, mais il confère à la musique une certaine noblesse. Ce thème réapparaîtra sous différentes formes, souvent plus dramatiques, mais reprendra ses accents héroïques dans le dernier plan, quand le personnage interprété par Steve McQueen quitte les lieux du drame. Le reste de la partition suit la dramaturgie du film, quelques morceaux jazzy un peu désuets aujourd'hui, puis peu à peu le drame s'installe et la musique de Williams se fait alors plus tendue et menaçante. Williams sait aussi se retirer pour laisser le silence prendre le relais. Ces moments souvent suivis par une reprise soudaine de la musique renforcent l'impact émotionnel et l'effet dramatique des scènes. Plusieurs éditions de La Tour infernale ont vu le jour. Il y a eu un 33 tours en 1974 avec à peine 35 minutes de musique et qui a usé ma platine disque quand j'ai fait l'acquisition du vinyle quelques années plus tard. Puis 2 CD contenant la presque totalité de la partition ont été édités. Le premier en 2001 et le plus récent en 2019 dans un coffret regroupant les musiques de l'aventure du Poséidon et de Tremblement de terre. Outre le magnifique générique, les 2 pistes du CD que je retiens sont Fencing the Flames, morceau d'une incroyable puissance dramatique qui accompagne la mort de Robert Wagner, et Planting the Charge, avec sa tension qui monte crescendo jusqu'au compte à rebours final, accompagné par les cordes et les cuivres, mais aussi par les percussions qui suivent le rythme du tic-tac de l'horloge. La Tour infernale a montré la capacité de John Williams à composer des scores pour des productions à grand spectacle, et sa musique reste une référence dans le genre catastrophe. La plupart des affiches internationales sont reprises de l'américaine à quelques nuances près. Je la trouve pour ma part magnifique avec cette vue en plongée, et ce qu'elle montre correspond à ce que nous voyons à différents moments du film. Mais comme tout n'est pas parfait dans ce bas monde, on a quand même droit à des variantes qui piquent un peu les yeux. Je vous présente la hongroise, un peu flippante quand même, la yougoslave qui reprend une image de la tour tirée du film en y ajoutant des flammes, mais le reste semble avoir été des morceaux découpés au préalable et collés grossièrement sur l'affiche. Et enfin la polonaise, dont je souligne souvent la bizarrerie, et qui, ici, ne s'éloigne pas du sujet. Mais cette couleur rouge, censée représenter le feu et l'enfer, est un peu désagréable pour l'œil. La Tour infernale sort le 19 décembre 1974 aux USA. Le succès est immédiat et le film sera l'un des plus rentables de l'année. Sur le seul territoire américain, il rapportera plus de 110 millions de dollars, soit l'équivalent de 500 millions aujourd'hui.
En France, le film débarque sur les écrans le 11 mars 1975 et attire environ 4,4 millions de spectateurs dans les salles, ce qui en fait un des plus grands succès au box-office français de l'année 1975. La Tour Infernale a également été un succès colossal à l'international, avec des recettes mondiales estimées à 200 millions de dollars. Abordons les choses qui fâchent. Le nouveau doublage de ce film est catastrophique. Et la Warner est le vilain petit canard de ce côté-là, puisque le Superman de Richard Donner a subi le même sort. Quel mépris pour ces magnifiques doubleurs dont la plupart ne sont plus de ce monde. Warner a de plus menti en nous faisant croire que la VF d'origine n'était pas exploitable. Je vous propose un petit extrait pour comprendre l'ampleur du désastre. Les architectes. Oui, je sais, tout est notre faute. Vous savez qu'on ne combat pas le feu efficacement au-delà du 7e étage. Mais vous continuez à faire des immeubles de plus en plus hauts. Dites, vous êtes là pour m'allumer ou pour éteindre le feu? Les architectes. C'est toujours notre faute. Vous savez tous qu'il nous est très difficile de combattre un feu au-dessus d'un 7e niveau, mais vous avez la rage de bâtir plus haut que le voisin. Dites, c'est le feu que vous venez combattre ou c'est moi? Entendu, c'est votre immeuble, mais notre incendie. Vous allez m'évacuer tous ces gens. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Un incendie au 81e n'atteindra pas les étages supérieurs, pas dans cet immeuble. Très bien, je vais le faire. Une seconde. Le maire est ici. Vous voulez qu'il abuse de son autorité? En cas d'incendie, je suis le seul maître à bord. Nous devons éviter de déclencher la panique. Je peux le leur dire, mais c'est mieux si c'est vous. Écoutez, c'est votre construction, mais c'est notre feu. Toutes ces personnes doivent descendre. Vous ne m'avez pas écouté, colonel. Il est impossible qu'un feu au 81e se propage ici dans ce type de construction. Très bien, je m'en charge. Un instant. Le maire est présent et je peux très bien vous faire rentrer dans le rang, vous savez. Quand il y a un feu, personne n'a rang sur moi. La seule chose qu'il faut éviter, c'est la panique. Je peux le leur dire, mais je préférerais que vous le fassiez. Architects. Yeah, it's all our fault. Now, you know there's no sure way for us to fight a fire in anything over the 7th floor. But you guys just keep building them as high as you can. Hey, are you here to take me on or the fire? Espérons que la Warner prendra la peine de rectifier son énorme erreur lors d'une prochaine sortie, sinon c'est boycott direct. Et puisque je suis dans les versions doublées, une étrangeté est apparue à mes yeux, mais surtout à mes oreilles, quand j'ai pu visionner le film en version originale. En effet, dans la version française d'origine, la scène montrant la secrétaire en train d'agoniser ne contient aucune musique, contrairement à la version américaine. Je trouve que cette scène fonctionne mieux sans la musique car elle renforce l'horreur vécue par le personnage. Le nouveau doublage a conservé également la musique. Pour les jeunes spectateurs, il est sans doute difficile de se rendre compte à quel point la Tour Infernale était un événement à l'époque. Non seulement c'était une super production avec ce qui se faisait de mieux en termes d'effets spéciaux, mais il y avait autant de stars au générique que dans une retransmission télévisée de la cérémonie des Oscars. J'étais trop jeune pour avoir connu cette promotion faite autour de la Tour Infernale. J'avais 11 ans, je ne savais même pas qui était Paul Newman ni Steve McQueen quand je suis entré dans l'unique cinéma de ma petite ville de province. C'est aussi le premier film que j'ai vu seul, avec le peu d'argent de poche que j'avais. Je me souviens que la salle était pleine à craquer et que je me suis retrouvé au premier rang, avec cette sensation de me prendre toutes les flammes et les explosions en pleine figure. Le film m'a profondément marqué, comme le fera Les Dents de la Mer quelques mois plus tard, et comme le Spielberg qui m'a coupé l'envie d'aller me baigner en mer, je me suis juré de ne jamais habiter dans une tour, sauf au rez-de-chaussée. Pour terminer sur mon expérience personnelle, j'étais tellement pris par le film que je n'ai pas pu quitter mon siège pour aller aux toilettes et que j'ai passé une grande partie de la projection à serrer les cuisses en attendant le générique de fin libérateur. Sorti au milieu des années 70, La Tour Infernale profite de la popularité croissante des films catastrophes,
un genre qui répondait à une fascination pour les grands désastres, tout en mettant en scène des histoires d'héroïsme et de survie. Le film commence par une présentation du gratte-ciel, un symbole de modernité et de réussite architecturale, puis l'incendie se déclare rapidement et les différents personnages sont confrontés à des dilemmes moraux et des situations extrêmes. Le récit est parfaitement linéaire, avec une montée progressive de la tension jusqu'à son point culminant, l'explosion des réservoirs d'eau. Si la Tour Infernale nous offre un spectacle pyrotechnique inédit pour l'époque, il n'oublie pas de faire passer des messages toujours bienvenus, notamment sur les dangers de l'orgueil humain, et n'hésite pas à critiquer indirectement l'arrogance des promoteurs immobiliers. Cette tour de verre présentée comme une prouesse technologique devient un piège mortel à cause de la négligence humaine. L'incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017 a malheureusement montré que cette négligence pouvait causer de terribles tragédies. John Guillermin livre une réalisation efficace, bien qu'elle soit parfois éclipsée par la présence d'Irwin Allen, qui a dirigé les scènes d'action. Sa mise en scène est un exemple parfait du classicisme hollywoodien des années 70. Elle est élégante, sophistiquée et présente de beaux et amples mouvements de caméra comme on en voit presque plus aujourd'hui au cinéma, avec une bonne utilisation du format scope. Les superbes images de Conan Camp et Biroc qui ont remporté l'Oscar de la meilleure photographie pour leur travail accentuent l'atmosphère oppressante du film, notamment dans les scènes où la fumée envahit les couloirs et les salles de réception. Car aussi divertissant soit-il, La Tour Infernale est avant tout un pur film d'effroi. Quelques scènes font même preuve d'une certaine cruauté. L'autre point fort sont les effets spéciaux que j'ai évoqués en détail dans la partie production. Les scènes où le feu se propage de manière incontrôlable sont particulièrement crédibles et rendent palpable le danger auquel les personnages sont confrontés. Et pour cause, tout a été tourné en direct. Ce réalisme et ce souci du détail m'ont sauté aux yeux quand j'ai revu La Tour Infernale à la télé quelques années plus tard. Je pense par exemple à ces deux plans qui ont dû être extrêmement compliqués à mettre en place et dangereux pour les cascadeurs. Ici, une boule de feu qui s'abat sur l'un d'eux. Ou encore ici avec ce cascadeur qui traverse la baie vitrée en même temps qu'une trompe d'eau déboule derrière lui. Et bien sûr la mort de Robert Wagner, une séquence traumatisante avec cette caméra qui suit pendant de longues secondes le personnage transformé en torche humaine. Bravo là encore au cascadeur qui a pris des risques insensés. La Tour Infernale reste une référence. Souvent cité comme l'un des meilleurs films du genre, il continue d'être étudié pour sa contribution à la culture populaire des années 70. Le film souffre néanmoins de quelques faiblesses, notamment dans l'écriture des personnages, qui sont en grande partie stéréotypés, une caractéristique commune dans les films catastrophes où l'accent est mis sur l'action plutôt que sur le développement psychologique. Cependant, les performances des acteurs, notamment celles de Paul Newman et Steve McQueen, ajoutent une profondeur inattendue à leur rôle. En revanche, les personnages féminins, comme souvent dans ce genre, sont relégués à des rôles secondaires. La longueur peut également rebuter le public d'aujourd'hui, ce qui n'a jamais été mon cas même après plusieurs visions. Malgré ces quelques défauts, le film enfile les morceaux de bravoure comme des perles, et les acteurs ont vraiment mouillé leur chemise, au sens propre comme au figuré. Il n'y a pas de héros dans La Tour Infernale, il n'y a que des actes héroïques. Le chef O'Halloran n'est pas Superman, coucou Dwayne Johnson, il demeure impuissant face à la progression du feu, et ce n'est pas lui non plus qui suggère de faire exploser les réservoirs d'eau, mais des ingénieurs civils. Le personnage apparaît 45 minutes après le début du générique, fait juste son job, et à la fin disparaît dans la nuit comme il est arrivé. Le film rend d'ailleurs un bel hommage à tous ces soldats du feu qui mettent quotidiennement leur vie en danger pour sauver celle des autres. Souvent copié, jamais égalé, La Tour Infernale est un monument du cinéma américain des années 70, un classique incontournable qui fait appel aux peurs primitives et capitalise sur cette peur du feu et du danger potentiel d'être piégé dans un immense brasier, créant ainsi une expérience viscérale et pleine d'adrénaline. Et étant donné la structure de la charpente du salon panoramique, il est possible qu'elle puisse supporter l'explosion. Quelle explosion? Mon colonel, l'hélicoptère est sur place. Tout est prêt. Un instant, sapeur. Je me charge de cela. Retournez à votre poste.
Ça vaut ça. Quelle explosion? On ferait sauter les réservoirs situés à 2 niveaux au-dessus du salon. Il y a là des milliers de mètres cubes d'eau. C'est plus qu'il n'en faut pour noyer le feu. Le film est sorti en DVD en France, notamment dans des éditions standard et collector. L'image est d'une qualité acceptable, mais elle est inférieure à celle du Blu-ray qui bénéficie d'un joli piqué en termes de netteté, de détails et de couleurs. La définition sur les gros plans est précise, un peu moins sur les plans larges qui restent toutefois d'un bon niveau. Le Blu-ray demeure à ce jour le meilleur support pour regarder le film dans les meilleures conditions, bien qu'il puisse parfois montrer certaines limites, peut-être liées au matériel source d'origine. Le Blu-ray contient également environ 3 heures de supplément. C'est juste dommage que ce soit sous la forme de modules assez courts. Et dans ces 3 heures, il y a également 45 minutes de scènes coupées, mais qui sont pour la plupart des extensions des scènes du film. Aucune édition 4K n'est prévue pour le moment, pas même aux États-Unis. Espérons qu'une annonce soit faite dans un temps pas trop long et qu'une restauration digne de ce nom soit effectuée. Angela! Merci d'avoir suivi cette vidéo d'un film qui n'a jamais quitté mon top 10 depuis que je l'ai vu, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!